Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ostéobio TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Pour ce 9e numéro d'Ostéomag, nous sommes aujourd'hui à Bruxelles à l'occasion du premier congrès universitaire européen d'ostéopathie à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Et nous allons en profiter pour rencontrer Pierre-Michel Duguay, le directeur du service d'ostéopathie. Pierre-Michel Duguay, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du service d'ostéopathie et responsable de l'unité de recherche en ostéopathie à la Faculté des sciences de la motricité à l'Université libre de Bruxelles. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Vous avez d'abord été kinésithérapeute. J'ai été kinésithérapeute pendant une dizaine d'années, oui, tout à fait. Puis ostéopathe. Et puis j'ai fait déjà une formation en ostéopathie un peu hybride qui avait commencé ici suite à l'organisation de cet enseignement par Paul Klein, professeur Paul Klein, qui a finalement abouti à cette formation en 6 ans d'ostéopathie. Et vous êtes également maintenant docteur en sciences biomédicales et pharmaceutiques. Voilà, donc j'ai fait une thèse dans le domaine de la biomécanique cervicale. J'étais inscrit en sciences biomédicales pour effectuer mes recherches au laboratoire d'anatomie fonctionnelle que j'ai terminé en 2011. Ça fait beaucoup d'études tout ça. Ça fait beaucoup d'études, surtout quand on travaille temps plein et qu'il faut le soir faire un peu de recherche et les week-ends aussi. Et vous avez pas mal de publications en biomécanique à votre actif du coup? Là j'ai à peu près une vingtaine de publications. Les dernières cette année, à peu près 5 publications et dans le domaine de l'ostéo-articulaire et la manipulation cervicale notamment. Et alors pour vous, quel est l'apport de la biomécanique dans l'ostéopathie? D'abord, l'apport de la biomécanique, c'est comprendre la biomécanique articulaire et cervicale et pouvoir être critique par rapport au modèle qu'on nous a enseigné, notamment en ostéopathie, ce qui permet à mon avis de mieux évoluer dans sa pratique professionnelle et aussi dans l'enseignement des techniques ou le développement des nouvelles techniques articulaires. Et vous pensez que de mieux comprendre la biomécanique articulaire, ça peut permettre de sécuriser les manipulations? Oui, parce que je pense qu'avoir une vision tridimensionnelle par cette compréhension de la biomécanique, pouvoir visualiser le mouvement lors de son exécution permet de minimiser les amplitudes, ça j'en suis persuadé, et d'ailleurs on a pu le montrer dans nos dernières études, et ce qui à mon sens sécurise quand même le patient. Oui. Et vous êtes donc directeur du service d'ostéopathie à l'Université libre de Bruxelles. L'ostéopathie, donc vous nous l'avez dit, c'était d'abord une spécialisation de kinésithérapie. C'était pas vraiment une spécialisation, c'était quelque part une manière, un peu le cheval de Troie je dirais, mais une manière de pouvoir introduire l'ostéopathie au sein de l'université, mais ça s'est fait évidemment par le biais de la Faculté des sciences de la motricité, anciennement Institut supérieur d'éducation physique et de kinésithérapie. C'est grâce à ça qu'on a pu développer la recherche dans le domaine ostéo-articulaire. Oui. Et l'ostéopathie, c'est maintenant une formation initiale à l'université? Voilà, c'est une formation à part entière qui s'étale sur 6 années d'études, donc 3 bacheliers, 2 masters. Et donc les étudiants sont diplômés en master en sciences de la motricité et une 6e année qui est professionnalisante, orientée en ostéopathie. Donc ils commencent l'ostéopathie depuis le début de leur formation avec un tronc commun dans les 2 premières années. Et alors, en France, nous, on a un lobbying très important des écoles privées et des professionnels de santé qui pèsent sur la réglementation de la formation. On a aussi quand même un manque de rationalité scientifique dans la profession. La plupart des représentants socio-professionnels freinent l'évolution vers la rationalité scientifique de peur de perdre un petit peu l'essence philosophique. Vous avez fait comment pour réussir à faire sauter tous ces verrous et rentrer à l'université? Je pense que pour rentrer à l'université, il fallait effectivement être extrêmement rationnel et vouloir faire évoluer les choses et peut-être reconceptualiser les anciens modèles. Je crois qu'on arrive à le faire au travers de notre recherche. C'est ce qui fait notre force actuellement, puisqu'on peut prétendre que l'ostéopathie qu'on enseigne ici est fondée sur des bases d'evidence-based, avec une philosophie qui peut être également interprétée de manière différente et la placer dans un contexte actuel est probablement la meilleure des choses. On a encore un peu de chemin à faire, nous, de notre côté, je crois. Oui, il y a beaucoup de chemin à faire. Et donc cette formation en ostéopathie à l'ULB, elle possède des collaborations avec d'autres services? Elle est vraiment intégrée à l'université? Alors je crois que c'est ce qui fait la force de la formation. Donc on a
évidemment une grosse collaboration avec différents intervenants de la faculté des sciences de la motricité, mais plus d'un tiers du cursus des ostéopathes est un cursus médical. Donc on a une grande collaboration avec la faculté de médecine pour justement acquérir ces connaissances en physiologie, en pathologie et en sémiologie médicale. Et tout ça, donc, ça permet d'aboutir à un master en sciences de la motricité. Un master en sciences de la motricité à orientation en ostéopathie et un master complémentaire en ostéopathie. Nous, en France, on a des écoles qui annoncent que leurs diplômés vont bénéficier d'un master en ostéopathie. Est-ce que vous savez un petit peu de quoi il s'agit? Moi, ça me pose un peu question quant à la réelle nature de ce diplôme. Je ne sais pas très bien. Je sais qu'en Angleterre, ils ont aussi cette démarche-là, c'est d'aller chercher des certificats ou en tout cas une collaboration avec des universités. Ces collaborations sont en général de très courte durée, d'une année, ce qui leur donne une codiplomation en fait, pour acquérir un diplôme qui serait universitaire. Ici, c'est quand même 6 années, temps plein à l'université. Je pense que c'est ça la grosse différence. Oui, parce que quand on parle de master avec des universités privées, en l'occurrence, on peut trouver un master dans l'université de Dresde, en Allemagne, qui est en fait dans l'État libre de Saxe, qui a ses propres lois, donc des lois qui ne sont pas forcément adaptées aux lois européennes. En gros, le master, il n'est pas exportable. Probablement que non. En tout cas, c'est ce qui fait la force de cette formation ici. C'est clairement une formation universitaire où, je dirais, les programmes sont reconnus sur le plan européen, donc va favoriser certainement les échanges de ces diplômes dans les différents pays. Donc, oui, donc un master qui vaudrait dans toute l'Europe. Tout à fait. D'ailleurs, on a des projets de collaboration, notamment avec l'université de la Chespou au Portugal, qui vont calquer leur enseignement en ostéopathie universitaire sur notre programme, pour standardiser évidemment l'ensemble des matières abordées. Alors moi j'invite tous les directeurs d'écoles français concernés par ce soi-disant master en ostéopathie à se rapprocher d'Ostéobio TV pour venir nous expliquer de quoi il s'agit réellement. Et je reviens à vous, Pierre-Michel Dugailly. On va parler un petit peu des étudiants français parce que je crois que vous avez des étudiants étrangers qui viennent à l'Université libre de Bruxelles. Comment ça se passe? Il y a des quotas, il y a un dossier? En ostéopathie, pas. Hein. Donc il y a des quotas pour les kinésithérapeutes, mais on ne limite pas en ostéopathie. Et donc c'est vrai qu'il y a une trentaine de pourcents qui sont acceptés pour les étudiants étrangers. Enfin, c'est un peu compliqué, ils doivent résider pour avoir accès, ça, c'est etc. Plus administratif. Mais en ostéopathie, il n'y a pas de limite. Et en général, en dernière année, ils terminent à une vingtaine, donc c'est tout à fait acceptable comme production. Mais je dis toujours, c'est la crème de la crème. Et vous avez récemment signé une charte Erasmus avec Ostéobio. En quoi ça consiste exactement ? En tout cas, l'idée de ces chartes Erasmus, c'est de pouvoir avoir des échanges d'enseignants et d'étudiants, puisque je crois qu'on partage les mêmes priorités en termes d'exigences pédagogiques et scientifiques. Donc on peut peut-être dire qu'Ostéobio, c'est la crème de la crème ? En tout cas, je trouve que c'est une très bonne initiative, parce que je crois que c'est comme ça que l'ostéopathie va évoluer. Et du coup, vous avez déjà eu des échanges ou pas encore ? Non, théoriquement, ils commenceront en 2015. Donc on verra, ce sera une grande première. Et les étudiants d'Ostéobio n'auront pas de master en ostéopathie délivré par l'ULB, c'est simplement un échange qui fera partie de la scolarité à Ostéobio. Tout à fait. Alors je pense qu'on n'est pas encore dans ces échanges qui aboutissent à des codiplomations. Je crois qu'il y a des critères particuliers à respecter. Mais donc l'idée, c'est effectivement de donner un certain label aux étudiants de qualité. Et je crois que c'est une belle information qu'on leur donne dans un développement futur de l'ostéopathie en France peut-être. Et alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Ostéobio propose désormais une formation pratique clinique au sein du service des consultations de l'hôpital public de Villeneuve-Saint-Georges. Et Pierre-Ogier Urvois s'est rendu sur place pour nous. C'est depuis le 6 mai dernier que s'est ouverte la première consultation ostéopathique hospitalière de France. C'est dans cet édifice, situé à Villeneuve-Saint-Georges, près des urgences et du pôle mère-enfant, que s'est installée la consultation ostéopathique gérée par Ostéobio. Madame Penou, responsable des consultations de cet hôpital, nous raconte comment l'ostéopathie est entrée en son sein.
Alors effectivement, on a eu la demande d'un médecin qui avait connaissance de l'école ostéo-bio et qui a souhaité faire bénéficier l'hôpital de consultations d'ostéopathie. Donc il en a parlé au directeur, Monsieur Olgen, qui a donné son accord. Comment Ostéo-Bio a pu relever ce challenge? David Bourgoin, directeur des consultations ostéopathiques à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, nous explique comment cela a pu être possible. Alors on a signé une charte des règles de bonne conduite avec l'hôpital sur le respect de toutes les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Évidemment, l'hôpital a signé cette charte assez aisément. Aujourd'hui, Ostéo-Bio est probablement, à mon avis, l'unique école qui l'a fait. C'est pour ça qu'on est l'unique école à travailler dans un hôpital public. Est-ce que les autres écoles sont capables de signer une telle charte et de s'engager sur une telle charte? J'en suis pas certain aujourd'hui. Comment a été accueillie l'ostéopathie à l'hôpital? C'est une opportunité pour l'établissement, à savoir que c'était quelque chose de pas connu. C'est souvent connu des patients parce qu'ils vont en ostéopathie à l'extérieur. Donc pourquoi l'hôpital n'introduirait pas l'ostéopathie dans l'hôpital? Dans ces conditions, quel statut ont les étudiants et quels sont les patients qu'ils peuvent manipuler? Les étudiants sont considérés comme stagiaires à l'hôpital. Ils prennent en charge des patients hospitalisés. Ils peuvent prendre en charge des patients extérieurs, donc qui consulteraient comme dans un cabinet libéral de quartier. Et on a également le personnel soignant a possibilité de venir consulter. Donc c'est un service qui est dans les murs de l'hôpital, mais qui fait partie des consultations externes de l'hôpital. Depuis le 6 mai dernier, Christelle Guérini, diplômée d'ostéo-bio, est devenue tuteur à l'hôpital. Et elle nous donne son impression sur cette avancée. Je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir, que les élèves déjà puissent travailler à l'hôpital, mais pour moi aussi de pouvoir, de pouvoir travailler dans ce milieu-là, de voir un petit peu comment ça se passe. Étudiant en 5e année, Benjamin Fauché nous explique comment se passe une consultation ostéopathique à l'hôpital. Alors, dans le déroulement de la consultation, l'idée est la même, on fait les mêmes choses. Après, l'avantage qu'on a à être ici, c'est qu'on est directement au contact de professionnels de santé. On est dans une structure où les gens font la démarche de venir à l'hôpital pour une consultation en ostéopathie, donc c'est pas tout à fait la même démarche. Donc on peut remarquer qu'on a des cas beaucoup plus intéressants ici, avec beaucoup plus de réorientation, des cas un peu plus compliqués à prendre en charge. Et le fait d'être dans une structure comme celle-ci, ça nous permet effectivement, lorsque la pathologie ne rentre pas dans notre champ d'application, de pouvoir réorienter directement dans les services voisins et d'avoir un suivi du patient plus précis qu'en clinique interne. Le comportement des élèves a-t-il changé lors de ces consultations? L'hôpital, c'est toujours impressionnant pour eux la première fois qu'ils consultent. Alors, il y a 2-3 consultations, je dirais, de rodage, où on les sent un petit peu hésitants. Et puis après, ils prennent leur marque. Au contraire, je pense qu'ils se trouvent à l'aise et ça les rend, je pense que ça les rend même meilleurs à l'école. Ça leur donne vraiment envie d'avancer et ils se rendent compte qu'ils peuvent apporter quelque chose d'efficace rapidement sur des affections aiguës comme on a l'habitude de voir. La consultation à l'hôpital est-elle dès à présent obligatoire pour les élèves d'ostéo-bio? Ils sont tenus de venir à l'hôpital, c'est obligatoire. Ils ont un nombre minimum de consultations à effectuer, validées par leur tuteur. Maintenant, j'ai envie de dire qu'ils sont tous presque à se bousculer pour venir. Je crois que les premiers étudiants qui sont passés, qui eux avaient une vraie pression sur leurs épaules, sont revenus enchantés de cette expérience acquise dans le service. Et là, les étudiants, voilà, le planning est complet de toute façon jusqu'à la fin mai. Tous s'accordent à dire que c'est une avancée. Mais quel est le gain pour l'hôpital? Moi, je pense que c'est une nouvelle richesse pour l'établissement et que c'est toujours bien d'offrir des choses différentes et diversifier un peu l'offre de soins pour les patients. Et d'ici quelques mois, un autre hôpital public de région parisienne devrait bénéficier du même service. À l'ULB aussi, les étudiants bénéficient d'une pratique clinique à l'hôpital Erasme? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le premier hôpital qui a
dans lequel on a développé ces activités-là, au départ au sein d'un service de médecine physique en fait, qui comprenait des kinésithérapeutes, des médecins, etc. Et donc on a pu ouvrir une consultation tout à fait indépendante d'ostéopathie avec des actes bien identifiés. Donc ce qui nous permettait d'accueillir nos stagiaires de dernière année. Oui, oui d'accord, c'est les étudiants de dernière année. Et quels sont les bénéfices que vous tirez de cette formation à l'hôpital ? Alors, disons que ça c'est une partie. Maintenant, on a un deuxième lieu de stage à l'hôpital qui s'est développé, c'est au service des urgences, où donc là les ostéopathes sont également en première ligne, mais avec un staff médical beaucoup plus conséquent et évidemment des pathologies d'urgence tout à fait différentes. C'est une situation extrêmement intéressante, ne fût-ce que pour pouvoir identifier l'ostéopathie au sein du monde médical en fait. Donc là, on a une ostéopathie vraiment qui a sa place, toute sa place à l'université et à l'hôpital. En tout cas, je pense qu'elle a, dans ces deux services-là, de consultation et de médecine d'urgence, elle a certainement sa place. Et d'ailleurs, elle est assez bien reconnue par le corps médical, qui commence à prendre conscience de la qualité des examens cliniques neuromusculo-squelettiques qu'effectuent les stagiaires en ostéopathie. Et vous arrivez à avoir des différents professionnels de santé sur le même pied d'égalité ? Oui, ça se fait petit à petit. Je veux dire, ça dépend évidemment des personnalités aussi. Mais dans l'enseignement aussi, on essaye de travailler en transdisciplinarité, c'est-à-dire que le patient est au-dessus de la pyramide et les différents intervenants ont des rôles différents et complémentaires dans la prise en charge du patient. Et c'est justement cette conscientisation-là qu'on essaye de développer. On espère que ce sera cet exemple qui servira à l'avenir de l'ostéopathie en France. En tout cas, les sondages sont extrêmement positifs au niveau des étudiants et je pense que oui, dans l'avenir, on va formater des étudiants à comprendre le rôle de chacun dans la prise en charge du patient. Pierre-Michel Duguay, merci beaucoup pour votre accueil et à très bientôt, j'espère. Merci à vous et à bientôt, oui. Et nous allons maintenant passer à la tant attendue revue des médias avec Alice et Nicolas. Nous sommes toujours au sein de l'ULB et nous allons maintenant retrouver Alice et Nicolas pour la revue des médias. Bonjour Alice, bonjour Nicolas. Bonjour Romane. Bonjour Romane. Alors par quoi on attaque cette revue des médias aujourd'hui ? Alors pour commencer, pour rester dans le thème du congrès de l'ULB et de l'UPMO, donc l'Union professionnelle de médecine ostéopathique, nous avons dégoté une petite vidéo sur internet donc, de François Pérusse, assez sympathique, qui nous montre le rôle prépondérant du rachis cervical dans le comportement humain. Donc je vous laisse visionner un petit extrait. C'est parti. Élément essentiel du cœur humain est constitué de 7 départements. L'émotivité, sujet aussi sensible qu'incontrôlable, est supervisé par la raison, le plus posé de tous. Le jugement évite quant à lui de tirer des conclusions trop hâtives. Renseignement et curiosité collectent des informations pour les décortiquer. Ces informations sont classées par la mémoire, toujours partisan du moindre effort. Porte-parole de la troupe, corde vocale n'hésite pas à donner de la voix. Enfin, chef d'orchestre de cette organisation, centrale cervicale, gère tant bien que mal tous ses compères. Imaginez maintenant l'ébullition produite par une sombre révélation. Claude, il faudrait que je te parle. Centrale cervicale. Oui, ici c'est l'oreille, elle dit faudrait que je te parle. Sur quel ton? Un ton nerveux. Bon, ça y est. Corde vocale? Oui. Réponds, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air grave. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air grave. Le cœur, tu me fais un petit rythme accéléré, s'il te plaît. Je t'ai trompé. J'ai dit je t'ai trompé. Corde vocale? Oui. Je peux savoir avec qui? Je peux savoir avec qui? Guy Banville. Guy Banville. Bon, Guy Banville. Mémoire. Ouais, Guy Banville, t'as ça dans tes registres? Attends un peu, oui. Guy Banville? On l'a vu 3 fois, il travaille dans une discothèque. Qu'est-ce qu'on en pense de ce type-là? Ça, c'est pas mon boulot, t'appelles au jugement. Putain, on se croirait dans les bureaux du gouvernement. Jugement? Oui, tu vois la photo dans la mémoire. Ouais. Quelle est notre opinion de ce qu'on a? Neutre, sympathique, aucune animosité. C'est un trou du cul! L'émotivité parle plus fort que le jugement, c'est donc l'émotivité qui a les cordes vocales, vas-y. T'as couché avec ce naze? Bon, le système nerveux maintenant. Passe-moi le micro des cordes vocales, je vais lui parler à cette gonzesse! Attends ton tour, l'émotivité, là. Attendez, ne nous emportons pas! Tiens, écoute la raison, là. Donne-moi ce micro, j'ai dit! Non! Un, deux, donne-moi ça! Lâche-moi! Comme on vient de le voir, le rachis cervical est très important. Il arrive souvent qu'on exagère sur sa fragilité, notamment au cinéma, pendant les scènes de combat, où on voit les gens se faire tuer en moins d'une demi-seconde en se faisant briser la nuque. Voilà, à ce propos, on vous montre une vidéo mettant en scène Maître Ken, qui caricature un petit peu la façon dont on peut briser la nuque des gens comme ça. C'est parti pour Maître Ken. Master Ken here with another secret street fighting tip. Now,
Today I want to talk about neck breaks. When I watch it in the movies and I see other dojos teach it, they're always teaching it wrong. They're always teaching to break the neck going side to side. That's not going to break anybody's neck. It's going to make them uncomfortable. They may have to go see a chiropractor. But if you want to kill somebody or at least paralyze them, you're going to want to go up at an angle here. Okay? Now, as soon as I teach that, people's first question is always, Master Ken, how do I get into position? I recommend a hug. Just get up close to your opponent. Maybe try a little smile to relax them. And then get in close. Now I'm in perfect position for the neck break. Take my hand, perhaps caress their face. Again, don't forget the smile. Until I'm ready to break the neck. Snap. Just like that. I'm Master Ken, and that was another Secret Street Fighting tip. Sympa le câlin à la maître Ken. Exactement. Petite notification, on voit que le mot chiropracteur a été traduit par kiné. Ostéopathe aurait pu convenir aussi bien. Ou chiropracteur. Ou chiropracteur, exactement. Bon, ça reste du cinéma, mais il faut pas oublier que le coup du lapin, c'est une réalité, surtout dans les accidents de la route. Alors même si on a un peu tendance à l'oublier avec l'apparition systématique des appuis-têtes dans les voitures, il y a une catégorie de personnes qui restent aussi sujets à ces blessures, ce sont les motards, les deux roues de manière plus générale. Heureusement, dans le commerce, maintenant, on arrive à trouver des équipements qui vont limiter les traumatismes de la colonne cervicale. On vous montre une vidéo qui peut-être vous sensibilisera sur l'utilisation de cet équipement. Bon, un tel équipement c'est important, mais là du coup la petite balade en moto tranquille pour admirer le paysage, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, exactement. Ouais, on va finir sur quelque chose de plus léger. Plus léger en effet, donc pour finir, si vous avez toujours des douleurs cervicales, on vous propose un traitement manuel qui sort de l'ordinaire et qui est, comment dire, vous allez voir, un peu décalé et tout en swing. Je vous laisse regarder. Ah, maman! Alors si vous connaissez un ostéopathe qui soigne comme ça, faut nous appeler, nous on vient filmer tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt. C'était Romane Jouf en compagnie d'Alice et Nicolas pour Ostéobio TV. À bientôt.